Bonjour chers amis et bienvenue à cette série de vidéos portant sur la formation CCNA. Nous poursuivons avec le premier module sur les fondamentaux des réseaux informatiques. Aujourd'hui, nous abordons la comparaison des types d'interfaces physiques et de câblage. Je suis Binele Abana Alphonse, CCIE Enterprise Infrastructure. Notre présentation d'aujourd'hui portera autour des points suivants. Les interfaces physiques, les connexions et puis le concept de Power over Ethernet. Alors, commençons donc par les interfaces physiques. Nous avons donc comme support de transmission deux types de supports de transmission principaux qui peuvent donc être des câbles ou alors des supports sans fil. Voilà, donc les supports sans fil peuvent être encore appelés les supports à propagation libre, tandis que les supports avec câble peuvent être appelés encore une fois les supports à propagation guidée. Alors, comme nous le savons, les supports de communication permettent d'interconnecter les différents périphériques et les composants réseau. Et donc, nous distinguons deux types de supports propagation guidée, donc les supports à fibre optique et les supports à cuivre. Donc, sur la figure que nous pouvons voir ci-dessous, nous avons au premier niveau les supports à cuivre, donc où nous avons donc les différentes catégories de câbles, et puis un peu plus à droite, les câbles sans leur connecteur. Donc, on peut voir là les différents brins de cuivre utilisés. Et puis plus bas, nous avons la fibre optique, donc les différents câbles, et puis les câbles dénudés, où on peut voir donc les brins de fibre optique. Alors, donc, voyons donc d'abord les supports à fibre optique. Donc, ils permettent de véhiculer les informations sous forme de signaux lumineux. On en distingue deux types, donc les monomodes, qui sont dans les rayons lumineux, où les rayons lumineux, autant pour moi, sont transmis en ligne droite, et le corps optique est de faible diamètre, qui permet à la lumière d'avoir une propagation presque en ligne droite. Et donc, sa particularité principale est qu'elle permet le transport du haut débit et donc à des distances relativement grandes. Et puis, nous avons la multimode qui, elle, ne va pas permettre une propagation en ligne droite parce que, ayant un cœur un peu plus large, donc la propagation se fera plutôt sous forme de multiples réflexions. Et puis donc, à cause de cela, la distance de propagation est plus faible par rapport à la monomode. Et sur la figure donc ci-dessous, nous pouvons voir là la fibre multimode en rouge et la fibre monomode en jaune. Et puis un peu plus à gauche, nous avons donc les différentes parties de la fibre, dans le cœur, qui transporte donc la lumière, et puis nous avons la gaine et le revêtement. Donc, comme autre support, nous avons le support en cuivre qui transporte donc les signaux électriques. Il existe deux types, donc le câble coaxial et la paire torsadée. Alors, d'abord le câble coaxial, il est composé d'un blindage qui est une enveloppe métallique qui permet de protéger les données transmises contre les parasites de l'extérieur. Nous avons également l'âme, c'est un conducteur intérieur donc qui est isolé et s'ancré à l'aide d'un matériau diélectrique. Il transporte donc les données. Et puis nous avons la gaine qui est une enveloppe en caoutchouc. Et puis enfin nous avons l'isolant qui est un matériel diélectrique donc permettant d'éviter
le contact entre lame et le blindage pour éviter donc les courts-circuits. Donc, plus bas, nous avons sur la figure, nous avons donc un exemple de câble coaxial donc avec les différentes parties. Donc, lame qui est le conducteur en lui-même, et puis isolant en plastique, le blindage et la gaine isolante. Alors, donc là, c'est donc le câble coaxial. Nous avons comme autre type de câble le câble torsadé, qui est donc un autre type de câble cuivre. Le câble à paire torsadé peut transporter donc des données numériques et analogiques. Il a un très faible diamètre et c'est ce qui favorise donc de nombreuses perturbations et l'affaiblissement est très important pour les signaux. Donc du coup, son usage est limité sur des courtes distances. Donc ce type de câble est constitué d'une ou plusieurs paires torsadées entre elles et il peut être blindé ou non. Donc nous avons donc câble comme type de câble torsadé, comme type de câble à paire torsadée. Nous avons le câble à paire torsadée blindé, encore entendu par Shielded Twisted Pair, qui contient donc une enveloppe de protection, de blindage entre les paires et autour des paires. Et puis nous avons un blindage qui permet donc de se protéger contre les interférences. Et puis ce type de câble donc peut transporter les signaux jusqu'à quelques centaines de mètres, donc en moyenne 150 à 200 mètres sans atténuation. Et il est donc plus faible, plus fiable tant pour moi, et plus coûteux et plus difficile à manipuler que le câble non blindé. Donc le câble blindé est plus coûteux et plus fiable, bien sûr. Et puis nous avons le câble à paire torsadé non blindé. Donc lui, il est plus utilisé et il est plus répandu que dans les réseaux locaux. Il a une portée plus faible, jusqu'à 100 mètres. Et donc les câbles à paire non torsadés ou alors une Shielded Twisted Pair sont divisés en 7 catégories en fonction de 2 facteurs, le nombre de fils dans le câble et le nombre de torsades de paires de fils. Donc, les paires sont torsadées pour annuler les interférences entre les fils et la gaine. Donc, sur la figure, nous avons donc ces deux types de paires. Nous avons d'abord la paire torsadée et là, la paire non torsadée, avec les différentes parties que nous avons vues précédemment. Et là, nous avons les câbles donc dénudés, donc ayant retiré les connecteurs. Tout cela donc est utile parce que ça permet une transmission fiable des informations. Alors, les différentes catégories de câbles non torsadés. La première catégorie, ce sont les câbles utilisés pour la téléphonie. La deuxième catégorie, ils sont constitués de 4 paires torsadées et offrent donc un débit de 4 mégabits par seconde au maximum. La troisième catégorie, ils sont donc constitués de 4 paires de fils avec 3 torsions par pied. Donc, il y a la catégorie 4 qui sont donc constitués de 4 paires et offrent un débit de 16 mégabits par seconde. Et la catégorie 5 et 5E, ils sont donc utilisés pour les réseaux Ethernet. Donc, c'est cette catégorie, à partir de la catégorie 5 qui nous intéresse, donc, puisque nous sommes dans les réseaux informatiques. Donc, utilisés dans les réseaux Ethernet à 100 mégabits par seconde. La catégorie 5E contient plus de torsades que la catégorie 5. Ils sont donc terminés par un connecteur RJ45. Et puis donc, la catégorie 6, donc en plus du nombre supplémentaire de torsades, les câbles de catégorie 6 contiennent un revêtement en plastique, permettant donc d'éviter au mieux les interférences. Et ils sont terminés également par les connecteurs RJ45. Donc,
les catégories qui nous concernent dans les réseaux informatiques, c'est à partir de la catégorie 5 et catégorie 6. Alors, poursuivons donc avec donc la mise en place de ces connecteurs-là. Nous avons pour les câbles dont Pedro a dit, nous avons deux types ou alors deux normes ou alors deux modèles. Le modèle TIA 568A et le modèle TIA 568B qui permet donc de distinguer les deux modes de connexion, câble droit ou câble croisé. Alors, la particularité de ces modes, c'est que pour le 568A, nous avons le code de couleur blanc, vert, que vous pouvez voir la première bande là, blanc, vert, ensuite vert, ensuite blanc, orange, ensuite bleu, ensuite bleu, jaune, bleu, blanc, ensuite orange, ensuite marron, et ensuite blanc, marron, et ensuite marron. Et la catégorie 500, la norme 568B plutôt, aura une permutation entre les bandes blanches et oranges. Donc les autres bandes vont rester fixes. Par exemple ici, la première bande, au lieu d'être blanc, vert comme ici, on va plutôt commencer par blanc, orange et ensuite orange au lieu de commencer par le vert. Et également au niveau de la bande, la troisième bande, au lieu qu'elle soit blanc, orange, elle sera blanc, vert. Et puis la bande en orange également ici sera remplacée par la bande en vert. Donc pour faire simple, les deux catégories 568A et 568B se distinguent à travers la position des bandes blanc, vert, vert et puis blanc, orange et orange. Alors, donc nous verrons donc cela un peu plus en détail plus bas. Alors, le câble GLOA, il est utilisé pour interconnecter deux périphériques de types différents, c'est-à-dire un autre terminal et un commutateur, ou alors un commutateur et un routeur. Il possède un connecteur RJ45 à chaque extrémité et les ports d'extrémité sont identiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle de câble GLOA. Donc, nous avons par exemple comme câble GLOA les extrémités qui ont des connecteurs 528A. Donc, ils sont des connecteurs identiques, 528A de ce côté, 528A de l'autre côté. Donc là, c'est le câble GLOA. Ensuite, nous avons le câble croisé. Donc, nous avons par la suite le câble croisé. Donc, lui, il est utilisé pour interconnecter deux périphériques de même type, c'est-à-dire haute ou alors haute terminal routeur, voilà, ou alors commutateur. Donc, il possède un connecteur RJ45 à chaque extrémité, dont les broches en transmission de l'un deviennent celles de réception de l'autre. Donc, l'une des extrémités est en 568 autant pour moi A, et l'autre est en 568B, comme nous pouvons donc le voir sur la figure ci-dessous. Donc, nous voyons ici, donc comme nous avions vu, une extrémité est en 528A et une autre extrémité est en 568 autant pour moi B. Donc 568A et 568B. Nous avons vu précédemment comment on distingue les connecteurs 568A et 568B. Donc la distinction se fait au niveau des brins qui ont les colorations blanc, vert, vert, blanc, orange et orange. Donc là, par exemple, nous avons une permutation, donc le blanc, vert et le blanc, orange. Donc le blanc, vert, au lieu d'avoir le blanc, vert au niveau du 568B, nous avons le blanc, orange. Et au lieu d'avoir le vert au niveau du 568A,
au niveau du 568B, nous avons plutôt orange. Donc, cette permutation permet donc de pouvoir fabriquer un câble croisé. Alors, nous avons donc toujours au niveau des interfaces, donc pour pouvoir implémenter ces connecteurs, ces connexions à haut débit, nous avons les interfaces SFP qui sont dans les modules d'interface réseau. Leurs spécifications sont développées et maintenues par les fournisseurs de l'industrie et donc non pas par l'IE3E, non pas par l'IEEE ou alors IEE. Donc, comme conséquence, de nombreux fournisseurs, y compris Cisco, ne prennent en charge que leur propre connecteur SFP de marque. Donc, nous avons sur le tableau ci-dessous les différentes capacités, donc les types de connecteurs SFP. Et donc, là, nous avons un exemple de rack Cisco qui présente donc différents types d'interfaces. Nous avons 48 ports au débit 100 mégas, 10 mégas, 100 mégas, 1 giga en cuivre, donc avec la capacité de prendre en charge le concept de Power over Ethernet, comme nous allons voir tout à l'heure, et puis un module d'extension qui peut prendre donc jusqu'à 4 emplacements SFP ou SFP+. Donc, c'est juste pour fixer des idées. Et puis, les différents types d'émetteurs récepteurs peuvent être insérés dans un slot SFP. Donc, par exemple, sur le rack précédent que nous avons vu, il peut accepter dans les modules SFP 1 gigabit ou SFP 10 gigabit, donc SFP+, qui est 10 gigabits par seconde. Et puis, dans la figure ci-contre, donc c'est plus bas dans cette figure, nous permet donc d'avoir des modules SFP sur la gauche et le câble en cuivre à la connexion directe donc sur la droite. Donc, c'est juste pour fixer des idées. C'est des types de connexions que vous aurez à rencontrer pardon, sur le terrain. Voilà. Donc, poursuivons avec les connexions. Donc, comme connexion, nous avons les connexions médias partagées Ethernet. Donc, ce type de connexion a été développé entre 73 et 74 par Xerox et PAC. Donc, Ethernet est un média partagé où chaque appareil a le droit d'envoyer à tout moment. Si plus de 2 appareils envoient dans les données, il peut y avoir une collision. Donc, les collisions sont gérées par le protocole CSMA-CD pour Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, qui est donc un protocole qui permet d'éviter au maximum les collisions de paquets. Alors, la connexion dans un média partagé est basée sur le fonctionnement CSMA-CD pour éviter les collisions. Donc, tous les équipements ayant des messages à transmettre doivent écouter dans le média. C'est le principe de fonctionnement du CSMA. Donc, chaque appareil du média partagé va écouter le média avant de transmettre. Si un équipement détecte un signal d'un autre équipement sur le média, il va d'abord attendre pendant un certain intervalle spécifique avant de transmettre. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de signal détecté, l'équipement transmet donc son message. Et pendant la transmission du message, cet équipement continue donc d'écouter le média pour détecter une éventuelle collision. Voilà. Donc, après la transmission du message, l'équipement retourne donc à son état d'écoute par défaut. Donc là, sur la figure, nous avons un exemple de média partagé. Donc, voici le média qui est partagé. Et puis, les différents postes qui vont interéchanger des informations. Donc, chaque poste ici va écouter le média partagé avant de transmettre son information. Donc, là, c'est le principe donc du CSMA. Alors,
Dans l'équipement permettant aux différents équipements réseau de partager dans le média Ethernet est appelé le hub. Donc là, c'était dans l'équipement fondamental implémentant le média partagé, c'est le hub. Donc lorsqu'il reçoit un signal électrique sur un port, il le transmet sur tous les autres ports, excepté le port de réception du signal. Alors, ce type d'interconnexion est appelé half duplex. Donc les collisions sont contrôlées par le protocole CSMA-CD comme nous l'avions vu tout à l'heure. Donc un exemple de hub nous est présenté donc sur la figure ci-dessous, où nous avons donc les différents postes qui sont connectés à ce média partagé appelé hub. Ensuite, nous avons le switch, donc un commutateur réseau connecte dans les périphériques d'un réseau informatique en utilisant la commutation de paquets pour recevoir et transmettre des données vers le périphérique de destination. Alors, la transmission point à point d'Ethernet met l'accent sur le fait que dans un réseau mis en place avec des commutateurs, chaque lien ou encore lien point à point fonctionne indépendamment des autres. Donc, concrètement avec le hub où nous avons un média partagé totalement, avec le commutateur, le partage se fait entre deux points, donc entre deux ports, si vous voulez. Donc, tous les ports ne sont pas dans le même domaine de collision comme nous allons le voir, mais les domaines de collision, c'est pas des couples, donc des couples de ports. Voilà. Donc, les équipements donc sont identifiés par une adresse MAC. Alors, comme autre type de connexion, nous avons les connexions point à point. Donc, après les connexions en mode média partagé Ethernet que nous avons vu précédemment, les connexions point à point, ce sont des connexions destinées aux communications longue distance, c'est-à-dire une connexion WAN. Donc, on l'appelle aussi ligne louée ou ligne série et est généralement la propriété d'un fournisseur de services. Alors, elle offre une connexion dédiée permanente en établissant un canal de communication WAN jusqu'au réseau distant. Donc, ce type de connexion est assuré par deux principaux protocoles de liaison 2 du modèle OSI, dont le protocole HDLC pour High Level Data Link Control et le protocole PPP pour point-to-point protocole. Donc, il ne nécessite pas de contrôle d'accès au niveau du média et il n'y a pas d'adresse MAC. Donc, une connexion point à point a un fonctionnement symétrique. Un des protocoles donc de connexion point à point est le protocole HDLC mis pour High Level Data Link Control. Donc, c'est la méthode principale, autant pour moi, pour l'encapsulation sur les liaisons séries, les liaisons synchrones, chez Cisco principalement. Donc, il existe deux types de protocoles HDLC, le type standard et le type propriétaire Cisco. Donc, le HDLC standard ne prend en charge que des environnements à protocole unique, tels que donc soit IP seulement, soit IPX seulement. Alors que le protocole HDLC propriétaire Cisco peut prendre en charge plusieurs environnements. Et puis, le HDLC fonctionne mieux pour la connexion entre deux appareils Cisco où vous concourez dans le lien. Donc, pour un fonctionnement optimal, ce serait mieux que ce soit utilisé sur deux équipements Cisco identiques. Alors, le HDLC est basé donc sur plusieurs principes que nous allons voir. Le premier principe, c'est le concours de flux, qui est dans le mécanisme par lequel l'équipement va pouvoir concourir la vitesse de transmission des informations. Donc là, nous avons ici une transmission qui se déroule dans de très bonnes conditions. Là, il y a encore de mémoire pour traiter. Là également, la mémoire est disponible pour traiter, mais là, la mémoire du récepteur est déjà saturée, et donc le récepteur doit signaler
à l'émetteur de stopper l'envoi des informations parce que sa mémoire est déjà pleine, sa mémoire de traitement est déjà pleine. Donc, une fois que ça se libère, il va pouvoir émettre le message dans de crame de supervision pour dire, ben, vous pouvez continuer à émettre, je suis déjà disponible à continuer de recevoir des informations. Donc, c'est là dans le contrôle de flux. Il y a un autre mécanisme plus sophistiqué pour pouvoir effectuer l'acquittement. Donc, après avoir envoyé une information, il faut bien l'acquitter et le HDLC va donc mettre cela en marche. Donc, si cela n'est pas mis en marche, voici le problème qui peut survenir s'il n'y a pas d'acquittement. S'il n'y a pas d'acquittement, lorsque il va recevoir, il ne pourra pas savoir, par exemple, si un message, par exemple, comme celui-ci là, n'arrive pas à destination. Donc, il y aura un problème à ce niveau parce qu'il faut un mécanisme pour éviter les doublures de crame. Parce que s'il ne sait pas que ce paquet qui a envoyé n'a pas été reçu, lui, il va continuer à envoyer la même information parce qu'il n'a pas reçu d'acquittement. Tant qu'il n'a pas reçu d'acquittement, il va continuer à envoyer des informations. Donc, si il reçoit l'acquittement, il va cesser d'envoyer la même information. Mais s'il ne reçoit pas cet acquittement, il va continuer à envoyer la même information sans toutefois savoir si cette information est doublée. Mais de l'autre côté, du destinataire, lui, va recevoir des doublures et donc ça ne sera pas bénéfique pour lui. Donc, pour éviter donc cela, on va identifier chaque information, on va numéroter, on va mettre une séquenciation de chaque information qu'on va envoyer et ça va donc permettre au destinataire de pouvoir mieux acquitter ces informations-là. Donc, lorsque il va recevoir I1, malgré que l'émetteur n'ait pas reçu d'acquittement, lorsqu'il va encore recevoir I1, il va savoir, eh bien tiens, I1 existe déjà, donc c'est une crame doublée et il va ignorer. Voilà, donc pour pouvoir donc effectuer l'acquittement, première chose, il faudrait indexer les informations que nous envoyons avec un numéro de séquence et ce numéro de séquence permettra donc au destinataire de savoir si il a déjà reçu une information ou pas pour éviter donc la retransmission de cette information-là. Alors, un autre mode de fonctionnement mis sur pied avec ce protocole HDLC, c'est que les différents acquittements sont séquencés. En fait, il y a également un numéro de séquence qui est attribué à ce numéro d'acquittement afin de mieux indexer donc, ou alors de mieux contrôler le flux d'informations. Donc, en plus de numéroter dans les informations par un numéro de séquence, les réponses également sont numérotées pour pouvoir permettre donc une transmission un peu plus fiable. Par exemple, ici, si les réponses ne sont pas numérotées, l'émetteur peut croire que l'acquittement qu'il a reçu concernait le message info 1, alors que ça concerne plutôt, lui va considérer que c'est plutôt l'acquittement du message info 1, alors qu'il s'agissait de l'acquittement du message info 0. Ça fait donc à la destination, le destinataire n'a pas l'information info 1 parce que l'émetteur n'a pas transmis info 1 dû au fait qu'il s'est dit que l'acquittement qu'il a reçu provenait de l'acquittement d'info 1. Donc, pour éviter cela, les acquittements sont également numérotés par un numéro de séquence et puis ça permet donc de pouvoir acquitter chaque message de manière individuelle. Un autre type d'acquittement utilisé par les protocoles type HDLC est l'acquittement par anticipation, c'est-à-dire fenêtre d'émission et de réception.
ou encore numérotation des crams et des acquittements sur 3 bits. Donc, on peut avoir 8 valeurs au maximum. Donc, le but est de pouvoir envoyer plusieurs crams sans attendre le bit d'acquittement. Donc, la figure ci-dessous est celle d'un protocole type HDLC de fenêtres d'anticipation de largeur 2, c'est-à-dire que on peut envoyer 2 crams successives sans pour autant attendre d'acquittement. C'est au moment d'émettre la 3e crame qu'on doit recevoir au moins un acquittement provenant des 2 crames précédentes. Alors, de manière générale, donc, un protocole de type HDLC ayant un compteur de numérotation de crame et d'acquittement codé sur 8 bits peut avoir une largeur de fenêtre d'anticipation maximale de 7. Ça voudrait dire donc qu'il peut envoyer 7 crames maximum sans attendre d'acquittement de ces crames-là. Donc ça, c'est pour ce qui est du protocole HDLC. Un autre protocole utilisé dans les connexions point à point est le protocole PPP, donc qui est utilisé pour encapsuler plusieurs protocoles comme IP nouvelle, IPX et bien d'autres. Donc le protocole PPP peut être configuré pour proposer différentes fonctionnalités telles que l'authentification, elle peut être l'authentification PAP ou l'authentification CHAP, la compression, les liaisons multiples et la détection d'erreurs à travers donc le mécanisme Link Control Protocol. Donc PPP est une méthode d'encapsulation plus robuste que HDLC et offre donc une certaine sécurité et donc la sécurité CHAP est la meilleure. Donc PAP offre également la détection d'erreurs et la possibilité d'équilibrer la charge sur plusieurs liens. Donc, vous utilisez donc ce protocole pour équilibrer la charge sur les connexions WAN non sécurisées. La figure ci-dessous nous présente à gauche la situation du protocole PPP dans l'architecture en couche du modèle OSI et à droite son fonctionnement. Donc, en ce qui concerne la situation du protocole dans l'architecture en couche du modèle OSI, nous voyons que ce protocole est situé donc sur les couches liaison de données et réseau et est basé donc sur les sous-mécanismes LCP et NCP. Donc, à droite, nous voyons comment ces mécanismes sont mis sur pied. Donc, nous avons le mécanisme LCP qui est donc coordonné par la phase d'établissement et la phase d'authentification. Donc, la phase d'établissement, on établit, on met sur pied donc la connexion et puis la phase d'authentification pour pouvoir donc permettre une connexion sécurisée et enfin la phase d'expédition ou de transfert d'informations qui est donc mise sur pied par le processus NCP. Donc poursuivons avec l'authentification. Donc comment l'authentification se passe donc au niveau du protocole PPP. Donc nous avons deux types d'authentification. L'authentification PAP, Password Authentication Protocol, et puis l'authentification CHAP, Challenge Handshake Authentication. Donc d'abord l'authentification PAP est basée donc sur l'envoi du mot de passe en texte clair et puis la confirmation par le destinataire de ce mot de passe là, alors que l'authentification CHAP lui est basée sur un challenge, donc c'est-à-dire que un des usagers va envoyer un nom d'utilisateur de manière optionnelle et un paquet aléatoire. Il envoie donc ce paquet aléatoire et au préalable, il aura calculé la signature de ce paquet aléatoire en utilisant la clé ou alors le mot secret qu'il aura gardé dans sa base de données. Et puis donc, le destinataire va recevoir ce paquet aléatoire et va donc utiliser le secret qui a été configuré pour le destinataire qui lui a envoyé
l'information, il va calculer donc le hash ou alors l'empreinte de ce paquet aléatoire et le renvoyer à celui qui a envoyé le paquet aléatoire. Donc, celui qui a envoyé le paquet aléatoire va donc comparer la signature reçue de son hôte de la signature qu'il avait déjà calculée au niveau donc localement. Si ça correspond, puisque c'est lui qui a généré le paquet aléatoire et il a également son secret configuré. Donc, si la signature correspond, il va donc envoyer un message d'authentification réussi. Et si ce n'est pas le cas, l'authentification va donc échouer. Donc là, c'est le principe de fonctionnement du SHA-P. Nous voyons donc que des deux principes de sécurité, d'authentification, nous voyons que c'est l'authentification SHA-P qui est plus sophistiquée. Alors, afin de fixer les idées, faisons donc le lab suivant. Donc, l'architecture du lab est donnée ici après. Et donc, il est question de configurer donc le lien entre les routeurs 1 et 2 en médias partagés Ethernet. Et puis, les liens entre R2 et R3 sous forme de liens point à point en utilisant le protocole HDLC. Et enfin, le lien entre R1 et R3, nous allons utiliser le protocole point à point PPP pour pouvoir configurer donc cette interface série. Donc, les tâches, les différentes tâches, il faut initialiser chaque routeur, configurer les interfaces Ethernet R1 et R2 comme indiqué sur la figure et configurer les interfaces série R1, R2 et R3 comme indiqué sur la figure. Alors, commençons donc par le lien R1, R2 qui est supposé être un lien Ethernet. Prenons notre bloc-notes pour pouvoir préparer le script. Alors, notre lien doit être un lien Ethernet. Donc, nous allons donc y aller. R1. Nous allons initialiser notre routeur. Donc, hostname R1, no IP domain lookup. Line VTY line console 0 synchronous. Ok. Donc ensuite, là, nous avons interface i00 IP address. Donc là, ça sera suffisant pour le lien Ethernet de R1. Nous ferons pareil à R2. Alors, nous exécutons notre script à R1 d'abord. Et ensuite à R2. Nous exécutons, nous enregistrons.
Ok, donc maintenant nous pouvons visualiser. Nous pouvons visualiser R2. Ok, là nous avons l'adresse MAC. Et puis là, nous avons l'adresse IP donc allouée. Et nous pouvons vérifier en faisant le ping de l'autre adresse. Ok, nous voyons bien que c'est efficace. Donc là, c'était pour le lien Ethernet. À présent, regardons le lien HDLC. Là, c'est entre R1, R2 et R1. Donc là, naturellement, nous avons vu que le routeur Cisco utilise au niveau des liaisons série, ils utilisent par défaut le protocole HDLC. Donc nous n'aurons pas besoin de faire une configuration spécifique du HDLC. Ces routeurs seront déjà en mode HDLC. Donc tout ce que nous aurons à faire, c'est de configurer les adresses IP des différentes interfaces et initialiser le routeur. Donc c'est ce que nous allons faire. Au niveau de R2, cela revient. On va copier la partie initiale. Donc R2, on a déjà initialisé R2, donc nous n'avons plus besoin de la partie supérieure. Et puis donc là, nous avons ceci. Et puis nous configurons l'adresse IP, tout simplement. Voilà. Et puis nous faisons pareil au niveau de R3. Nous adaptons la configuration au niveau de R3. Donc, sur le même lien, là, ça sera le lien série S11. Et puis là, nous configurons donc l'adresse IP comme indiqué. Voilà. Et puis, c'est bon pour S3. De même, configurons les adresses IP de S3, R3 et R1 pour pouvoir les laisser en HDLC avant de passer en PPP. Donc, nous allons faire pareil. Là, nous avons donc notre R3 qui est achevé. Nous faisons pareil à R1. À R1, nous avons S11. Et puis là, nous avons bien. Donc, nous configurons donc ainsi au niveau de S2 d'abord. Prenons ce bout de configuration. Donc, voilà. Si nous regardons l'adresse IP, nous voyons bien que c'est bon. Pareil, nous prenons R3. R3. Colon. OK. Donc, nous pouvons déjà donc vérifier entre l'encapsulation au niveau de
S11 est bien le HDLC. Si nous faisons do show interface 11, voilà. Donc nous voyons bien que là, c'est à quel niveau? Encapsulation, voilà, encapsulation DLC, HDLC. Donc là, c'est par défaut et nous pouvons donc vérifier également que l'adresse de R2 est accessible. Voilà, c'est bien accessible. Et puis nous pouvons faire show interface. Voilà, nous avons bien les configurations que nous avons fait tout à l'heure. Si nous vérifions le S10 de S3, nous verrons qu'il est aussi en DLC, encapsulation DLC. Donc tout à l'heure, nous allons là, c'est déjà encapsulation. Attendez, regardons. Là, c'est déjà que l'encapsulation. Là, c'est déjà l'encapsulation PPP. Donc non. Donc remettons encapsulation SDLC dans interface. Donc pour pouvoir annuler tout. Donc interface. S10 encapsulation HDLC. Interface S10. Ok, donc on a réinitialisé, donc l'encapsulation est revenue en S en PPP. Donc si nous regardons également R1 show run interface S11, là c'est un PPP, donc nous revenons donc interface S11 encapsulation HDLC. Ok, donc le show run interface S11. Voilà, là c'est réinitialisé. Nous sommes en encapsulation DLC. Voilà. Donc nous avons donc vu encapsulation DLC. À présent, configurons donc l'interface, en fait le lien entre R1 et R3 en encapsulation PPP, bon, SHAP, en encapsulation SHAP, qui est le plus complexe. Donc, alors, voici ce qui se passe. Donc nous allons d'abord configurer en encapsulation PPP, en encapsulation PAP, et ensuite l'encapsulation CHAP. Donc, encapsulation PAP au niveau de R1. Alors, nous allons définir un nom d'utilisateur, donc username, nom d'utilisateur de R de la partie haute, la partie distante, username R1, password Cisco 1, 2, 3. Et puis donc, interface S11 encapsulation PPP PPP authentication PAP PPP PAP send username. Donc là, il va envoyer R1 password Cisco 1, 2, 3. Alors, on fait pareil de l'autre côté. On va définir au niveau de R3
Donc là, username R1. Et puis ici, pap send username. Alors, ça sera, il va envoyer son username et son mot de passe que R1 va confirmer. Mais là, ça sera en texte clair. Donc, nous allons l'expérimenter au niveau de R1. D'abord, R1. Nous exécutons cela. Voilà. Alors, modifions de même R3 pour achever l'authentification PAP entre R1 et R3. Donc, au niveau de R3, nous allons définir username R1, password Cisco 123, interface série S10, encapsulation PPP, PPP PAP send username R3, password ceci. Nous copions cette configuration. Nous allons coller dans la R3. Donc là, show API interface. Brief, ouais, c'est bon. Le show interface S10 LCP Open Encapsulation PPP. Donc c'est bon. Donc la connectivité du shopping 13.1. Voilà, donc là, c'est son accès à R1. Donc, de même, configurons l'authentification CHAP entre R2 et R3, bien que nous ayons dit que c'est HDLC, nous avons déjà vu que avec les routeurs Cisco, nous avons du HDLC par défaut. Donc, configurons à présent le lien R2 R3 en CHAP. Donc, nous allons donc modifier le script. Pour R2, nous aurons R2 égale à R2 qui est voilà, le script suivant, username R3, password. Pardon. Password, nous allons mettre par exemple Cisco 2 croix, interface série S10, encapsulation PPP. Là, c'est CHAP, PPP CHAP, hostname. Donc là, nous allons définir le hostname R2, il va envoyer son hostname, PPP CHAP, password. Là, c'est Cisco 2 croix. Nous avons déjà configuré l'interface IP, donc plus besoin de configurer l'interface IP. Et puis en R3, nous copions R2 et nous modifions. En R3, nous aurons ici R2, username R2, password, nous définissons les interfaces, les paramètres d'authentification de l'autre distant. Et puis l'interface série c'est S11. Authentification PVP, PVP CHAP, hostname R3 et puis password Cisco 2 croix. Alors, nous copions donc ce script et nous l'exécutons d'abord sur R2. Vérifions d'abord l'encapsulation actuelle, interface série S10. Nous voyons que c'est l'encapsulation HDLC. Nous allons donc passer du HDLC à l'encapsulation PPP. Donc, collons le script. Ok. Donc, pareil, R3. Nous copions le script. Et nous le collons en R3. Donc, nous vérifions l'encapsulation ou show interface S11. Nous voyons que l'encapsulation c'est HDLC. Donc, ça va passer à PPP maintenant. Ok. Donc là, nous pouvons regarder l'interface. Actuellement, c'est down. C'est pas pourquoi le show run interface. Le show interface S11. Le show interface S11. Donc, LCP request sent. Ok. Donc, le show run interface S11. Ok,
Ok, donc là, il y a authentification PPP. Nous ne devons pas mettre authentification PPP. Donc là, interface S11, no. Ok, donc run interface S11. Donc là, nous avons une encapsulation PPP, PPP chat hostname alpha, ok, PPP chat password. Donc là également, ceci, on passe en place. Ok, show run interface S11. Ok, donc là, PPP, ok, là c'est up to show API interface brief. Voilà, le lien est up. Donc, si nous regardons également RP de show API interface brief, c'est up. Donc, nous pouvons essayer l'accessibilité de show ping, le ping 168.23.3. Ok, c'est accessible. Donc voilà un lab donc, qui nous a permis de voir les encapsulations HDLC et PPP et ainsi que la configuration de l'interface Ethernet. Un résumé des configurations liées à ce lab est donc donné par la suite. Donc, nous avons là l'initialisation du routeur, donc il se passe donc par les configurations suivantes. Enable, qui change dans le mode de passe le mode de l'admin du mode exécution utilisateur à un mode privilège, et puis conft pour pouvoir passer à un mode de configuration, hostname pour configurer le nom de l'équipement, no IP domaine local pour désactiver la recherche de nom en cas d'erreur de commande, et puis line console 0 et login synchronize pour pouvoir donc permettre au curseur de préserver le curseur sur la ligne de commande au cas où un message d'alerte apparaît. Donc voilà, c'est la configuration initiale qu'il faudra toujours exécuter lorsque on fait les configurations. Et puis là, nous avons la configuration de l'interface Ethernet. Par défaut, l'encapsulation est déjà ARPA. Donc nous n'avons qu'à configurer l'adresse IP. Ensuite, nous avons également l'encapsulation PPP pour l'authentification PAP d'abord entre L1 et 3 et L3 et puis pour l'authentification CHAP. Voilà. Donc voilà donc la configuration de ces différents types de connexions. Nous allons poursuivre avec le concept de Power over Ethernet. Alors, le concept de Power over Ethernet permet donc d'alimenter des équipements à travers le connecteur un connecteur à câble Ethernet. Donc, le Power over Ethernet décrit donc l'une des nombreuses normes ou systèmes ad hoc qui transmettent l'énergie électrique avec des données sur un câble Ethernet à paire torsadée. Donc, cela permet à un seul câble de fournir à la fois la connexion de données et une alimentation électrique aux appareils tels que les points d'accès Wi-Fi, les caméras IP, les téléphones voix sur IP. Donc, nous avons par exemple un commutateur qui supporte la fonctionnalité Power over Ethernet qui va alimenter donc ces équipements-là à travers donc les câbles Ethernet qui vont pouvoir échanger à la fois les données et tirer leur source d'énergie. Donc, les étapes pour pouvoir configurer donc une telle connexion, c'est il ne faut pas alimenter, donc n'alimentez pas un port compatible Power over Ethernet à moins que la négociation identifie que le périphérique a besoin d'alimentation. Donc, il faut déjà d'abord que le périphérique ait besoin d'alimentation. Utilisez les techniques d'auto-négociation Ethernet en envoyant donc des signaux de faible puissance et en surveillant le signal de retour pour déterminer la classe de puissance du PoE qui détermine la quantité d'énergie à fournir à l'appareil. Et donc, si le périphérique est identifié en tant que Power Device,
Donc, alors, il faudra fournir l'alimentation selon la classe d'alimentation. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'une auto-négociation est nécessaire au préalable. Et puis, suivez les modifications apportées à la classe de puissance à la fois avec la négociation automatique et en écoutant également les messages CDP ou LDP, voilà, que l'équipement pourrait donc envoyer. Alors, si une nouvelle classe de puissance est identifiée, il faut faire un réajustement de puissance pour cette classe-là. Donc, c'est le principe. Et puis, nous avons donc un ensemble d'équipements qui fonctionnent donc avec ces types de fonctionnalités. Donc, nous avons le Power over Ethernet type 1 qui est constitué donc de 2 paires à fils alimentés. Donc, et peut offrir jusqu'à 15,4 watts. Et donc, graduellement, nous allons donc avoir également jusqu'à Power over Ethernet type 4 qui peut alimenter jusqu'à 100 watts. Donc, il peut fournir une énergie ayant une puissance allant jusqu'à 100 watts. Et puis, donc, utilise également 2 paires de fils alimentés. Donc, 2 paires de fils vont contenir de l'énergie électrique pour pouvoir alimenter donc ces équipements. Donc, voici donc les différents équipements alimentables et selon leur type. Donc, selon le type, nous donnons quelques exemples d'équipements pouvant être alimentés. Nous voyons qu'avec le type 4, on peut alimenter même les desktops, les desktops d'ordinateur. Le type 3, on peut alimenter les laptops. Voilà, donc c'est vraiment une technologie assez importante pour pouvoir permettre l'implémentation des réseaux aujourd'hui. Voilà donc, chers amis, la vidéo a été assez longue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie pour votre aimable attention.